Netanyahou a échoué. Il voulait écraser la résistance. Il voulait récupérer les otages sans négociation. Il voulait dépeupler Gaza. À quel point le Hamas est-il solide à ce stade? Je pense qu'il est suffisamment solide pour que les Israéliens et les Américains négocient avec lui. Peut-on vraiment vaincre une idée? La résistance de Gaza s'est révélée bien plus résiliente que ce que Netanyahou avait prédit. Cette semaine, nous nous entretenons avec le docteur Azam Tamimi, universitaire et militant, auteur de l'un des ouvrages les plus autorisés sur le Hamas en anglais. Le monde est en train de changer à cause du 7 octobre. Désormais, le monde peut voir qu'il ne s'agit pas de compenser la souffrance juive. C'est un autre projet colonial, impérialiste, suprémaciste et fasciste, mené par le sionisme. C'est anti-humain. Ce n'est pas seulement anti-palestinien. Ce n'est pas seulement anti-musulman. C'est anti-humain. Netanyahou fera peut-être tout son possible pour reprendre les hostilités et ne jamais passer à la phase 2. Aujourd'hui, nous avons le Dr Azam Tamimi, auteur de Hamas, chapitre non écrit, est venu nous parler de l'accord signé il y a 2 jours et du cessez-le-feu entré en vigueur hier. Dr Azam Tamimi, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Wa alaikum salam, merci de m'accueillir à nouveau. Barakallahu fik, c'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous parlons aujourd'hui à peine 1 jour après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et il y a donc beaucoup d'éléments en mouvement. Et bien sûr, seul Allah sait si ce cessez-le-feu tiendra. Et nous sommes dans une situation très difficile, il me semble. Ou du moins dans une période où les choses sont très floues et où peu de choses sont clairement définies. Cependant, des commentateurs ont suggéré que la raison pour laquelle le Hamas a dû accepter cet accord était la faiblesse. Le Hamas, il s'agit en grande partie de commentateurs occidentaux grand public. Le Hamas était à court d'options. Est-ce ainsi que vous voyez les choses? Est-ce un signe d'échec pour le Hamas? Je ne considère pas cela comme un échec du tout. Au contraire, je pense que Netanyahou a échoué dans sa tentative d'atteindre l'un quelconque de ses objectifs. Il voulait écraser la résistance. Il voulait récupérer les otages sans négociation. À un moment donné, il voulait dépeupler Gaza. Je pense que tout le paysage politique et social a considérablement changé et c'est précisément pour cette raison que le Hamas, voyez-vous, le Hamas a toujours été fondamentalement prêt à accepter un accord de paix durable et équitable. Ils ont déjà négocié des accords d'Aran, le Hamas les a acceptés. Et c'est Netanyahou qui soit s'est rétracté, soit les a refusés dès le début. En fait, ce que Trump a fait, c'est qu'il a présenté un plan aux dirigeants arabes et musulmans. Ensuite, ce plan a été légèrement modifié, il a été complètement changé. Un article a même été complètement supprimé du plan. C'était un plan en 21 points. Vous voyez, il y en avait 21, puis ça s'est retrouvé avant. Netanyahou est venu et s'est assis avec Witkoff et Kouchner pendant plusieurs heures. Et ils ont changé, ils ont réécrit les points. Alors, le Hamas a attentivement regardé cela et a finalement décidé de ne dire ni oui ni non en attendant de voir. Mais a donné une réponse qui ouvrait la porte à la négociation, tout simplement parce que ce qui était proposé n'était pas un plan, si on regardait les points. Ce n'était pas prévu. Et il s'agissait d'instructions. Il s'agissait d'un. Il vous faut un plan pour chacun d'eux afin de pouvoir les mettre en œuvre. Le Hamas a donc déclaré « D'accord, nous saluons cette initiative, mais il y a des points qui concernent le Hamas. Il y a des choses qui concernent le peuple palestinien dans son ensemble. Et par conséquent, elles nous dépassent et nous ne pouvons pas décider. Seul? Ouais. Et il y a des choses qui sont vagues et qui ont besoin d'être clarifiées. Discuter et nous devons négocier. » Voilà ce qui s'est passé. Donc le cessez-le-feu qui est entré en vigueur bien plus tard que ce qui avait été promis, de toute façon, était le fruit des négociations. Ce n'était pas simplement direct. Le plan de Trump, c'était le résultat de plusieurs jours et plusieurs nuits de négociations continues, auxquelles ont assisté et dont ont été témoins les Qataris et les Turcs, ainsi que les Égyptiens. C'est ça. Parce que, bien sûr, l'un des points du plan aux 20 points parle de la démilitarisation de Gaza, et en fait de l'éradication du Hamas en tant qu'autorité politique et militaire à Gaza. Je veux dire, tu penses qu'on va arriver à un résultat de ce genre?
Eh bien, si les Israéliens et leurs alliés occidentaux croyaient qu'il était possible d'éradiquer le Hamas, ils n'auraient pas négocié avec lui. C'est ça. Ils se sont assis avec les principaux dirigeants du Hamas pour négocier les conditions. Le Hamas a été très clair sur la démilitarisation, le désarmement ou la reddition de leurs armes. Ils ont dit que cela ne pouvait se faire que s'il y avait un État palestinien. Comme tout autre État, l'État a le monopole de la force, du pouvoir, de l'usage de la force. À moins que cela n'arrive, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous vous remettions simplement les armes et attendions d'être massacrés. Parce que c'est ce qui va arriver. Alors, comment évalues-tu le Hamas en tant qu'organisation à ce stade? Certains analystes soutiennent que beaucoup, des centaines, voire des milliers de ces combattants ont maintenant été éliminés, tués. Et bien sûr, une grande partie de sa direction, surtout ceux à Gaza, ont été tués, ont été martyrisés par les forces israéliennes. À quel point le Hamas est-il solide à ce stade? Je pense qu'il est suffisamment solide pour que les Israéliens et les Américains négocient avec lui. Maintenant, je ne sais pas, personne n'a de détails absolus. Mais bien sûr, il ne faut pas être un grand expert pour en arriver à cette conclusion. Littéralement, le Hamas est bien plus affaibli. Mais ce n'est pas ça le problème ici. La popularité du Hamas est en hausse, et pas seulement chez les Palestiniens. Aujourd'hui, le Hamas est le véritable représentant des Palestiniens aux yeux du monde. Même ceux qui ne reconnaissent pas le Hamas comme une organisation légitime estiment qu'ils doivent s'asseoir avec lui et négocier. Maintenant, en ce qui concerne les effectifs, nous avons entendu tellement de rapports. Oui, probablement. Beaucoup de ses membres ont déjà été martyrisés. Mais c'est un mouvement qui continue de retweeter. Le Hamas n'est pas seulement une organisation. Le Hamas est une idée. Le Hamas est une tradition. Le Hamas est une culture. Aujourd'hui, le Hamas incarne ce en quoi chaque Palestinien croit. Pour ses propres droits. Et la perte de dirigeants n'est pas nouvelle pour le Hamas. Dès le début, après sa formation, après sa naissance en 1987, les Israéliens ont lancé campagne sur campagne. En un mois, ils ont assassiné les deux principaux dirigeants du mouvement à l'intérieur de Gaza. Cheikh Ahmad Yassin, suivi par Abdelaziz Rantessi. Ils en ont assassiné des dizaines avant et beaucoup après. Le Hamas ne repose pas sur une sorte de culte de la personnalité. Cela repose sur une idée. Tant qu'il y aura des gens qui croient en cette idée et qui œuvrent pour elle, le mouvement continuera à porter ses fruits. Sa perte. Et croyez-vous que les 2 dernières années de massacre, le génocide, ont réellement accru l'attrait du Hamas auprès des Palestiniens ordinaires? Cela ne fait aucun doute, et des sondages récents l'ont même prouvé. Vraiment? C'est pourquoi on constate que certains médiationnistes, et notamment certains médiationnistes arabes, souhaitaient l'éradication complète du Hamas. Nous faisons appel ici et là à certaines voix pour se plaindre et accuser le Hamas d'être responsable de cette tragédie, de cette catastrophe. Mais ce n'est pas l'opinion de la majorité des Palestiniens. Vous croyez vraiment que, bien sûr, on peut accepter la légitimité de la résistance, mais croyez-vous que, et c'est revenir sur les attaques d'il y a 2 ans, mais croyez-vous vraiment que c'était le bon choix stratégique? Maintenant, je parle du fait que le Hamas ait lancé cette attaque contre Israël. Je ne pense pas que quiconque de notre époque puisse juger cela. C'est très similaire à l'offensive des Têtes. Je crois que nous en avons déjà longuement parlé lors d'une précédente et importante rencontre. Ceux qui ont véritablement lancé la grande offensive du Tet, en ce mois de février de l'année 1968, ont marqué l'histoire. Oui. Pensaient pouvoir atteindre un certain objectif. Leur objectif était de retourner les Vietnamiens contre leur gouvernement, c'est-à-dire au Sud-Vietnam, le gouvernement soutenu par les Américains. Ils ont échoué dans ce but et ils ont finalement été vaincus militairement. Mais leur attaque, l'offensive du Tet, a déclenché le début de la fin de la présence américaine au Vietnam. Cela a retourné les Américains, puis les Européens, puis le reste du monde contre l'Amérique. Et les Américains ont dû négocier d'abord à Paris. Lorsque les négociations ont échoué, ils ont dû se retirer unilatéralement, dans une humiliation totale.
Alors, qui suis-je pour juger? Le 7 octobre était une erreur de calcul ou une aventure hasardeuse. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous pouvons voir de nombreux résultats positifs. Le monde est en train de changer à cause du 7 octobre. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu énormément de pertes. Il y a eu énormément de souffrances. 100 000, près de 100 000 cousins ont perdu la vie. Beaucoup d'autres sont probablement amputés ou blessés. Toute la bande de Gaza est détruite. Plus de maisons, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus d'universités, etc. Mais il se pourrait que les historiens du futur, avec leur recul et leur analyse approfondie, considèrent cela comme la raison principale et fondamentale pour laquelle le monde a véritablement changé de manière significative, et que l'équilibre des forces est définitivement penché en faveur des Palestiniens, de façon irréversible. Parce qu'Israël, depuis sa création jusqu'à récemment, a toujours proposé un récit qui le présentait au monde comme étant la victime, que ce soit à cause de la Shoah, parce que les Juifs sont détestés, ou à cause de l'antisémitisme. Et c'est comme si les Palestiniens ou les Arabes ou les musulmans étaient responsables de tout cela. Pourtant, beaucoup de gens dans le monde ont cru à ce faux récit, auquel d'ailleurs la plupart des Juifs au début ne croyaient pas. Ils ont essayé de réfuter. Et puis Israël est devenu la compensation mondiale pour la souffrance juive. Aujourd'hui, le monde peut voir qu'il ne s'agit pas d'une compensation pour la souffrance juive. C'est un autre projet colonial, impérialiste, suprémaciste, fasciste, mené par le sionisme, qui ne représente ni le judaïsme ni le peuple juif. Vous avez récemment écrit un article dans Middle East Eye où vous parliez des motivations de Donald Trump. Puis-je vous demander si, d'une certaine manière, vous pensez que Donald Trump a été exceptionnel ici? Je veux dire, il était prêt à forcer Netanyahou à conclure cet accord. Du moins, c'est ce que laisse entendre le récit communément admis. Or, nous ne connaissons aucun président récent qui ait été disposé à contraindre un premier ministre israélien à conclure un accord de paix avec les Palestiniens, avec le Hamas et avec les Palestiniens. Autrement dit, reconnaissez-vous d'une certaine manière le mérite de Donald Trump pour sa diplomatie? Donald Trump aurait pu mettre fin à la guerre immédiatement après son entrée en fonction. Et ça, il l'a pas fait. Et pourquoi il a finalement changé d'avis de manière si significative et a réussi, contre toute attente, à ramener le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la table des négociations après une période de réticence apparente? Il y a en réalité plusieurs facteurs complexes et interdépendants qui ont contribué à cette évolution cruciale de la situation. Ce n'est pas qu'un seul facteur. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Oui, ouais. Tout d'abord, je pense que le monde a laissé trop de temps à Netanyahou pour faire le travail. Netanyahou n'arrêtait pas de dire « Donnez-moi juste quelques semaines de plus, quelques jours de plus, quelques heures de plus, et je finirai le travail. » Il n'a pas pu le faire. Et nous sommes entrés, nous avons presque entamé la 3e année de ce génocide, de cette guerre. Maintenant, au cours des 2 dernières années, il s'est passé tellement de choses dans le monde que la perception des gens sur la Palestine, Israël, le conflit a changé. Et il y a toute une génération, surtout chez les jeunes, et beaucoup sont juifs, qui s'opposent à la guerre et qui considèrent aujourd'hui le sionisme comme le problème. Le langage a tellement changé. Beaucoup de choses étaient tabous. Jusqu'à récemment, on en parlait encore, même en Amérique. Je veux dire, regardez les émissions de débat, les podcasts, même certains issus du courant de droite américain. Ils sont tous condamnants. Est-ce pour ce qu'elle a fait? Les gouvernements arabes et musulmans sont aussi devenus très inquiets, car jusqu'à quand pourront-ils contrôler leur population? Les masses étaient en ébullition en Égypte, en Jordanie, en Arabie, en Afrique du Nord, et probablement au Pakistan, en Malaisie, en Indonésie, partout, dans certains pays africains musulmans également. Donc, je pense qu'on est arrivé à un stade où tous ces facteurs se sont réunis, forçant tout le monde à dire stop. Ça suffit. Les dirigeants arabes et musulmans que Trump a rencontrés à New York, Trump et son administration, beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, les familles des otages, et la jeunesse, et les manifestations, les manifestants à travers le monde. Donc tous ces facteurs se sont vraiment conjugués. Trump, bien sûr, espérait ardemment recevoir le prestigieux prix Nobel pour cette action. Ça devait être plutôt un accompagnement, une sorte de plat d'appoint, qu'un plat principal véritablement.
Donc il avait peut-être une ambition personnelle et profonde, mais je pense sincèrement que c'était bien plus que cela, une motivation bien plus large et significative. À quel point penses-tu que l'attaque contre Doha, les attaques contre le Qatar étaient importantes? Eh bien, les tentatives ratées d'Israël d'assassiner la direction, l'équipe de négociation au Qatar, à quel point penses-tu que cela a été important pour consolider les esprits ici en Occident? Je pense que ça a joué un rôle, ça a eu un impact clairement, parce que d'abord c'était une attaque contre les négociateurs. Il voulait tuer les personnes avec qui son équipe négociait. Ensuite, il a attaqué RT, un pays qui accueille les négociations, un pays qui héberge la plus grande base militaire américaine au monde. Vraiment, ou du moins dans la région, au moins dans la région. Et en faisant cela, il a mis en colère certains de ses propres amis dans le Golfe. Je pense que les Saoudiens et les Émiratis, bien sûr, les Émiratis avaient normalisé leurs relations grâce aux accords d'Abraham. Les Saoudiens allaient le faire jusqu'à ce que le 7 octobre arrive, et ils étaient encore prêts à le faire. Mais quand cela s'est produit, ils en ont conclu que ce type est fou. Et il pourrait attaquer n'importe où. Je veux dire, personne n'imaginait que les Qataris seraient attaqués de cette façon. Parce qu'ils étaient très proches des Américains. Ils étaient impliqués dans la médiation. Ils accueillaient les négociateurs. Donc oui, je pense que ça a eu un impact, et cela a été condamné par la plupart des dirigeants dans le monde, y compris en Europe. Oui, vous avez mentionné plus tôt dans l'une de vos réponses que la réunion qui a eu lieu entre les dirigeants arabes musulmans en marge de l'ONU et Donald Trump a peut-être eu un impact. Je veux dire, nous avons eu plusieurs interviews où nous avons décrit l'échec de ces gouvernements musulmans. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cette réunion a-t-elle soudainement mis la question de la Palestine et de Gaza sur le devant de la scène? Et il semble que cela ait convaincu Donald Trump qu'il devait agir. Qu'est-ce qui a fait la différence à ce moment-là? Eh bien sûr, les dirigeants musulmans et arabes sont très décevants. Je veux dire, ils ont failli à leur peuple, et ils ont failli aux Palestiniens. Oui, certainement. Mais tu sais, la politique n'est pas quelque chose de simple. Je pense que parce que Netanyahou n'a pas su faire le travail, ça lui a pris tellement de temps et il n'a réussi qu'à détruire tant de vies et à être inculpé par les tribunaux internationaux. C'est devenu une gêne, même pour les dirigeants arabes et musulmans. Je pense que c'est ça qui a changé. Et quand ils ont rencontré Trump, et probablement déjà avant, à travers des contacts bilatéraux, ils lui ont dit que cela ne pouvait pas continuer. Comme ça, jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Et cela me ramène à l'idée que j'ai essayé de t'expliquer, à savoir qu'il y avait tellement de facteurs qui se sont réunis en même temps et qu'ensemble, ils ont provoqué le changement. Bien sûr, c'est d'accord. Divisé en deux phases. Et la première phase est la phase de cessez-le-feu. Simple, mais en réalité importante. Mais bien sûr, il doit y avoir des négociations. Concernant la deuxième phase, et d'après tout ce qu'on entend, je veux dire, en pensant au cessez-le-feu initial qui est entré en vigueur lorsque Donald Trump est devenu président, il me semble que Netanyahou pourrait tout faire pour reprendre les hostilités et ne jamais passer à la phase 2, celle où il y aurait un retrait total d'Israël et une reconstruction de Gaza. Est-ce aussi ton analyse? Je veux dire, as-tu l'impression que la situation pourrait être aussi précaire que la dernière fois? Et il se peut que nous parlions, qu'Allah nous en préserve, dans quelques mois, d'un retour à ce génocide. Eh bien, Netanyahou est bien connu pour être un menteur compulsif. Il est fourbe. On peut utiliser tous les mots les plus laids pour le décrire. Mais je pense que le changement qui s'est produit après 2 ans de génocide rendra cela moins probable pour lui cette fois-ci. Revenir à la guerre. Tout d'abord, Trump est impliqué. Et tu sais, la personnalité de Trump et son ego. Et il va venir au Moyen-Orient. Il va personnellement signer cet accord important lui-même. Donc cela va rendre considérablement plus difficile pour Netanyahou de se retourner complètement contre cet accord crucial. Ouais. Mais il est important de noter que Netanyahou a aussi de sérieux problèmes politiques chez lui, en Israël. C'est la raison pour laquelle il a prolongé la guerre. Il voulait que la guerre continue parce qu'il ne voulait pas aller en prison.
Maintenant, avec la fin de la guerre, la vie va probablement redevenir à peu près normale et il va se préparer pour les prochaines élections. Et s'il ne va pas en prison avant les élections, et qu'il ne gagne pas les prochaines élections, il ira sûrement en prison. Prison après. Donc il y a toutes sortes de considérations. Et puis, je pense que le monde n'est pas prêt à le laisser faire cette fois. Il n'y a absolument aucune justification. Et certains dirigeants européens sont très inquiets de ce qui risque de leur arriver. Si des plaintes sont déposées contre eux devant les tribunaux internationaux, les Allemands, les Italiens, probablement aussi les Britanniques. Tout gouvernement ayant soutenu Israël dans son génocide risque d'être tenu responsable de cela. Donc, encore une fois, il y a un certain nombre de facteurs qui rendront la tâche beaucoup plus difficile à Netanyahou, même pour envisager de relancer la guerre. Netanyahou, bien sûr, est un politicien qui est au pouvoir depuis très longtemps en Israël. Mais bien sûr, nous savons que avec de nombreux gouvernements, si vous changez la personne à la tête, il est possible de changer les récits. Je veux dire comment? Dans une réponse précédente, vous avez parlé du fait qu'Israël en tant qu'idée, le sionisme en tant qu'idée, sont aujourd'hui toxiques, surtout dans l'esprit des jeunes Américains, des jeunes Européens. À quel point pensez-vous que cette étiquette toxique est désormais ancrée? Pensez-vous qu'il existe un moyen pour Israël de retrouver sa place dans le monde? Avec un changement de dirigeant, un changement d'accent, un changement esthétique? Eh bien, s'ils veulent vraiment améliorer leur image dans le monde, alors ils doivent changer beaucoup de choses en eux-mêmes. Le courant sioniste religieux leur inflige réellement un grand préjudice, de manière significative. Beaucoup de ces dirigeants, comme Ben Gvir et Smotrich, sont considérés comme des criminels inculpés aux yeux du monde. Mais je ne sais vraiment pas s'ils le font ou non. Pour moi, il y a une chose que je vois très clairement. La guerre de 2 ans n'était que le début d'un long processus, et c'est le processus de déconstruction du sionisme. Le sionisme finira par être défait, car c'est un projet colonial. Et l'un des signes de cela, c'est qu'un nombre croissant de personnes dans le monde le voient tel qu'il est. C'est anti-humain. Ce n'est pas seulement anti-palestinien, ce n'est pas seulement anti-musulman, c'est anti-humain. Parce qu'au nom du divin, ils peuvent justifier n'importe quel crime, y compris le génocide. Et c'est très dangereux. Alors ils essaieront peut-être d'améliorer à nouveau leur image. Mais je suis convaincu qu'il est trop tard. C'est trop tard. Alors concrètement, que signifie la déconstruction du sionisme? Eh bien, le sionisme est un projet colonial. C'est comme le colonialisme en Algérie, cela a été fin. C'est comme l'apartheid en Afrique du Sud, cela a pris fin. C'est comme l'impérialisme américain au Vietnam, cela a pris fin. C'est comme le nazisme en Europe, et cela a pris fin. Cela prendra fin. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, la fin du judaïsme et des juifs. Les juifs sont, aux yeux des musulmans, sur la base de notre foi, les gens du livre. Et nous ne blâmons pas les juifs pour le sionisme. Nous savions qu'au départ, la majorité des juifs étaient opposés au sionisme. Et nous savons qu'aujourd'hui, un nombre croissant de juifs prennent leur distance avec le sionisme et avec Israël. Dans un avenir sans sionisme, musulmans, juifs, chrétiens et toutes les autres religions pourront à nouveau coexister pacifiquement, dans la région que l'on appelle colonialement le Moyen-Orient. Puis-je vous poser une question qui est plus locale, qui concerne davantage le front intérieur britannique? Le groupe Palestine Action, bien sûr, il est maintenant interdit en tant que groupe terroriste. Injustement, je pense que nous serions d'accord pour le dire, mais il est interdit. Donc, nous devons faire attention à la façon dont nous en parlons. Mais un groupe, Palestine Action, a été interdit par le gouvernement. Et il semble que cela a été fait pour des raisons des plus fragiles. Je veux dire, vous savez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait qualifier d'organisation terroriste. Oui, absolument, c'est vraiment incroyable de voir combien de non-musulmans et de personnes de toute confession se sont vraiment mobilisés pour apporter leur précieux soutien et leur solidarité. La déprescription de l'action palestinienne.
Je crois qu'il y a maintenant plus d'1 millier de personnes arrêtées par la police pour terrorisme, pour avoir participé à des actes de désobéissance civile, à l'extérieur de Whitehall. Veuillez commenter cela. Vous êtes manifestement engagé dans l'activisme palestinien depuis de nombreuses décennies. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable auparavant? Non, pas en Grande-Bretagne. Je pense que c'est une question très dangereuse, une tendance préoccupante. Et je pense que c'est précisément pour cette raison que de nombreuses personnes sortent dans la rue et acceptent d'être arrêtées, détenues et même accusées de terrorisme, ce qui est une situation très grave. Parti ne s'inquiète pas de l'action palestinienne, mais il s'inquiète des droits civiques. Parce que le Parti travailliste est allé bien au-delà de l'imaginable et de ce qui est acceptable en empiétant de manière flagrante et inacceptable sur les droits fondamentaux et les libertés individuelles des citoyens de ce pays, ce qui est une atteinte grave à la démocratie. Je veux dire, la Grande-Bretagne était bien connue pour être le pays le plus libéral de toute l'Europe en matière de liberté civile et de droits de l'homme. Et maintenant, cela arrive. Et je pense que le Parti travailliste, qui est sous l'influence du lobby sioniste, a exploité cette affaire afin de tâter le terrain et ensuite d'aller plus loin. Aujourd'hui, ils interdisent ce groupe et ils criminalisent toute sympathie à son égard. Mais demain et les jours suivants, ils s'en prendront à d'autres personnes, à d'autres groupes et à d'autres organisations. C'est ce qui rend la situation très dangereuse. Ouais. Revenons au plan 21. Dans la deuxième phase, il y a une discussion sur la création d'un organe transitoire composé de bureaucrates, ou vous savez de technocrates non politiques, je crois qu'ils les appellent ainsi, et qui serait censé être constitué de Palestiniens, mais aussi supervisé par un certain nombre de personnalités internationales. Et Tony Blair est l'une de ces personnalités. Je veux dire, à quel point penses-tu que c'est une option viable? Je pense que c'est une idée ridicule. Il est peu probable que cela réussisse un jour. Écoute, les Palestiniens de Gaza ne se sont jamais rendus. 2 ans de génocide et ils ne se sont pas rendus. Ouais. Et finalement, ils ont réussi à obtenir le cessez-le-feu grâce à des négociations, presque des négociations directes. Et maintenant, les Israéliens et leurs alliés en Occident pensent qu'ils peuvent amener un criminel de guerre pour gérer les affaires du peuple de Gaza. Il serait, enfin tu vois, Tony Blair serait fou de s'impliquer dans un truc pareil. Il serait dingue de s'impliquer dans une histoire comme ça. Et maintenant, quel avenir pour le peuple de Gaza? Je veux dire, nous savons en tant que musulmans que, et tu en as toujours parlé, que nous devons rester optimistes et nous devons croire et avoir foi, en fin de compte, dans la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, on ne voit que l'ampleur du défi qui se dresse devant nous. Gaza est aujourd'hui sous les décombres. Certains disent qu'il faudra des décennies rien que pour déblayer Gaza, sans même parler de la reconstruire. Dans ton esprit, à quel point la bande de Gaza est-elle encore réellement viable aujourd'hui en tant que lieu de vie pour les habitants palestiniens? Oui, Gaza est en ruine, mais ça peut être reconstruit. C'est possible. Je sais que l'image est ou semble très sombre. Oui, yes. Mais je ne vois pas comme ça. Je vois la ténacité et la résilience du peuple de Gaza comme un échec majeur, un échec fondamental pour le sionisme et ses soutiens. C'est vraiment ça qui compte. Une maison est détruite, elle peut être reconstruite, ce n'est pas un problème. Le succès à Gaza, le succès du peuple de Gaza. Résister à toute cette terrible punition cruelle infligée par les sionistes oppressifs se verra dans les jours à venir. Je suis optimiste quant au fait que cela aura un impact dans tout le monde arabe, de l'océan Atlantique au Golfe. Et les Arabes, ils ne manquent pas de ressources. Ils ne manquent pas d'expertise ni de talent. Ce qui leur manque, c'est la liberté. Le jour où ils retrouveront leur liberté, tout le reste viendra facile. Voilà comment je vois les choses. Je ne suis pas découragé par la scène de destruction totale, complètement et absolument découragé. Des chanceaux plus précieux pour nous que des pierres et des briques.
Tant de personnes ont péri à cause de cette guerre. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont encore en vie. Si vous avez vu les images aujourd'hui, les vidéos d'aujourd'hui de personnes retournant chez elles, leur maison n'était plus que des décombres, complètement détruites, rasées au sol. Leurs mosquées, leurs universités, leurs écoles, tout, leurs cliniques, leurs hôpitaux, et pourtant ils ont déménagé. Le centre de Gaza et depuis le sud jusqu'à la ville de Gaza. Ville de Gaza, ces dernières semaines, les Israéliens n'ont laissé aucun bâtiment debout. Encore. On peut voir l'enthousiasme et l'optimisme dans les yeux de ces gens qui rentrent chez eux. Cela signifie que vous êtes palestinien et que vous êtes dans l'activisme palestinien depuis de nombreuses décennies. Je me souviens que lorsque j'étais à l'université, on vous donnait des cours sur la Palestine, alhamdulillah. Cet état d'esprit est parfois remarquable, étonnant à voir, et je pense que beaucoup de gens sont tout simplement émerveillés par la résilience des Palestiniens. Expliquez-nous simplement cet état d'esprit. Qu'est-ce qui forge ce type de résilience chez ces populations occupées? Eh bien, ce n'est pas propre aux Palestiniens. De nombreux peuples avant nous ont lutté et fait des sacrifices, des énormes sacrifices, pour obtenir leur liberté. Nous l'avons mentionné plus tôt, les Vietnamiens, les Algériens, d'autres peuples qui ont subi le colonialisme, le peuple d'Afrique du Sud qui a combattu l'apartheid. Mais en plus de cela, les Palestiniens sont musulmans et ils ont la foi islamique. Leur foi islamique leur enseigne que ce monde n'est pas éternel. Ça va finir un jour, on va partir. Et il vaudrait mieux partir. En tant que combattant, en tant que moudjahid, plutôt que de partir en dormant dans votre lit ou sur votre canapé confortable. Donc, tous ces martyrs ne seront pas considérés comme une perte. Ils seront perçus comme un sacrifice nécessaire pour que le peuple et la terre à nouveau libres. Les Algériens ont offert des millions, les Vietnamiens aussi. Donc il n'y a vraiment rien d'unique à ça. Bien sûr, la foi islamique, la croyance au jour dernier, à l'au-delà et aux récompenses éternelles préparées par Allah. Pour les croyants qui font ces sacrifices, c'est un ajout important. Docteur Damimi, vous avez écrit ce livre sur le Hamas, les chapitres non écrits. Je pense que le livre est il a été écrit il y a plusieurs années. Est-ce que vous avez l'intention de mettre à jour ce livre avec les épisodes les plus récents? Eh bien, j'aimerais bien. À l'époque où j'ai écrit le livre, j'avais accès aux dirigeants du Hamas. Une grande partie du livre est basée sur des entretiens. Si on me donnait à nouveau cette opportunité, bien sûr, j'en serais ravi. Mais vous voyez, il y a tellement de choses que nous ignorons sur les années récentes. Je pense que depuis l'effondrement des mouvements du printemps arabe, il y a énormément de choses que nous devons documenter et nous devons réaliser des entretiens avec les personnes concernées. Parce que le Hamas a été fortement impacté par l'effondrement des révolutions arabes. Et puis il y a eu le 7 octobre, et beaucoup de personnes impliquées dans le 7 octobre sont parties. Certaines sont encore là. Donc il est impératif que nous les interviewions en profondeur, recueillant leurs témoignages précieux et leurs perspectives uniques, et que nous nous consacrions à écrire une narration complète et détaillée sur cette période cruciale et souvent méconnue de l'histoire du mouvement, afin de préserver sa mémoire pour les générations futures. Mon livre parle de la naissance du mouvement et de son développement, de son idéologie et des étapes qu'il a traversées, jusqu'à ce que je termine le livre en 2007. C'est donc un livre d'histoire sur le Hamas. Il ne couvre aucun des événements contemporains. Et si je ne le fais pas moi-même, j'espère que quelqu'un d'autre le fera. Et je suis absolument certain que beaucoup de gens essaieront d'écrire sur cette dernière et cruciale phase de l'histoire du mouvement, une période vraiment significative. Dans votre esprit, le Hamas est là pour rester? Eh bien, en tant qu'organisation, je ne sais pas. Mais en tant qu'idée, bien sûr, sans autre lettre. Le Hamas, vous voyez. Une façon de voir les choses, c'est de comparer le Hamas avec le Fatah. Quand le Fatah a été mis sous pression, sous le feu, à cause de ce qui s'est passé en Jordanie, puis au Liban. Et ensuite, les différentes étapes significatives qui ont conduit à une telle pression intense sur Yasser Arafat pour qu'il reconnaisse officiellement Israël, le Hamas les a également traversées.
Une pression énorme a été exercée sur le Hamas ces 2 dernières années, et il n'est absolument pas dans la position qu'a choisie Yasser Arafat. Israël n'est pas reconnu. La détermination à considérer le sionisme comme illégitime et à le maintenir dans nos foyers demeure intacte. L'adhésion à la voie du djihad et de la lutte persiste. Et il ne regrette absolument pas d'avoir emprunté ce chemin. Voilà la différence. Le Hamas est jusqu'à aujourd'hui la seule organisation palestinienne qui continue de porter le flambeau et de montrer la voie. Docteur Azam Tamimi, Jazakallah khair. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et de nous avoir fait part de vos réflexions. Merci.